Bonjour madame, bonjour monsieur. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Plaisir de lire, comme chaque mercredi sur Zouk TV. Aujourd'hui, j'ai la chance, le plaisir de recevoir deux experts dans leur matière. Donc, je vais vous les présenter tout de suite. Donc, c'est pour cela qu'à ma gauche, nous avons Stéphane Maugrand. Monsieur Stéphane Maugrand, sois le bienvenu sur notre plateau. C'est toujours un plaisir de participer à votre émission Plaisir de lire. Je vous remercie. C'est un plaisir toujours de te recevoir. Merci. En face de Monsieur Stéphane Maugrand, nous avons Pierre-Philippe Landau, qui commence à devenir un habitué de l'émission, puisque je suis à ma troisième participation, et c'est encore une fois avec grand plaisir que je vais vous accompagner cet après-midi. D'accord, merci beaucoup Pierre-Philippe, bienvenue à nouveau. Donc, comme chaque mercredi, nous aurons la possibilité de voyager dans le temps, voyager dans l'espace, et puis aussi réfléchir à un certain nombre de concepts d'ordre pratique, et puis voir comment on peut améliorer notre quotidien. Et donc justement, en parlant d'amélioration de quotidien, de bien-être, de mieux-être, nous allons voir notre spécialiste en la matière avec Stéphane Maugrand. Alors Stéphane, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on aura le privilège de voir comment il ne faut pas être esclave de ses finances, comment avoir une vision prospère et surtout, quels sont les principes à mettre en place pour être efficace pour soi-même, pour sa famille et pour les autres. Donc, en l'occurrence, on avait déjà, lors de précédentes émissions, pu parler de la forme financière. Mais aujourd'hui, j'ai décidé, lors de cette émission, de partager plus les outils, avoir de manière pratique comment je peux améliorer mes finances et qu'est-ce que je suis censé mettre en place comme action pour pouvoir avoir le résultat de manière, on va dire rapide, mais de manière conséquente. D'accord. Le menu semble intéressant. C'est pas seulement de la théorie, mais il y aura de l'action. Il y aura des choses qu'on pourra mettre en pratique. Ça ne sera pas peut-être le feu, mais il y aura de l'action. D'accord. Nous t'écoutons. Et oui, donc en fait, je me suis rendu compte que lors des précédentes émissions, on a parlé de la forme financière. On voit également qu'on est dans un contexte qui nous pousse à nous remettre en question sur la manière d'utiliser nos finances. Et la forme financière, ça passe par déjà un état d'esprit. On a vu qu'il fallait s'occuper de soi en premier et tout. Mais actuellement, je constate qu'il est important de commencer à hiérarchiser l'information de manière pratique, dans le sens où je vais vous donner en fait, disons, 7 éléments pratiques, l'équivalent ça sera hiérarchisé, qui vous permettront de savoir exactement, mais qu'est-ce que je suis censé faire pour que ma situation financière change dans les 7 jours qui suivront ce que j'ai entendu. Mais dans la mesure où on le met en pratique, le résultat peut se faire pratiquement en 48 heures. Alors, si je devais vous poser la question, à M. Landau ou à M. Cody aujourd'hui, quelle serait, selon vous, la chose la plus importante sur laquelle vous pourriez investir pour qu'il y ait une amélioration dans vos finances? Qu'est-ce que serait-elle? Je pense qu'il faudrait investir... il y a plusieurs réponses qu'on peut faire, mais je pense qu'il faudrait investir sur soi-même, ses propres capacités, ses propres aptitudes. Tout à fait. Peut-être. Je rejoins un peu, et vous êtes d'accord avec ça? Oui, investir sur soi, c'est pas le temps. Effectivement. Alors, effectivement, le premier serait investir sur soi-même. Donc, il n'y a pas de meilleur investissement qu'on fera dans notre vie que d'investir sur nous. Ça peut passer par la formation, ça peut passer par le fait d'acquérir des connaissances. Donc, plus on apprend, c'est vrai. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'on acquiert beaucoup de connaissances et il y a un décalage entre les connaissances et la pratique. À tel point que j'ai observé que dans le cursus scolaire, les jeunes qui, à une époque, je ne dis pas que c'est généralisé, mais les jeunes qui réussissaient le mieux, ce sont ceux qui étaient souvent dans le milieu professionnel. Et à ce point, d'ailleurs, le gouvernement a retravaillé la chose. Ils ont mis la possibilité d'étudier, de travailler en alternance. Donc, il y a eu les BTS, brevet de technicien supérieur, il y a les DUT, diplôme universitaire technique. Donc, il y a eu tout ça qui a fait qu'il y a la possibilité d'accompagner ces connaissances de manière pratique.
Et donc, ce qui fait que ça m'a permis de me remettre en question sur l'aspect où lorsqu'on on fait beaucoup d'études dans le général, on nous demande, oui, mais monsieur ou madame Untel, vous avez combien d'années d'expérience? Et là, on se retrouve à, ah, oui, mais justement, si j'ai fait autant d'études, c'est pour pouvoir travailler. Et le marché du travail, c'est complètement différent. Alors, ça a amené à ce que, investir sur soi est la meilleure des choses qu'on puisse faire. 2, les fonds d'urgence, on n'y pense pas. Donc souvent, il nous arrive d'avoir des flux financiers et à un moment donné, on n'est pas toujours dans la 17, mais il y a des fois, quand les finances, plus souvent que rarement, les finances s'améliorent, on doit penser à avoir un fonds d'urgence pour tout ce qui est urgent, notamment un enfant qui tombe malade, le fait de réagir rapidement pour aider la famille ou intervenir dans le milieu de la santé, ça c'est important. Et en troisième élément, on va voir aussi que la préparation de survie. Pourquoi on est toujours surpris? On a eu des événements en 2009 qui nous ont tous impactés aux Antilles. Là, on a des événements de 2020-2021. On voit cette notion de préparation de survie. Mais à quel niveau? On a vu l'événement qui s'est passé à Saint-Martin. Donc, Saint-Martin était en difficulté au niveau on va dire de denrées, de toutes sortes de moyens de survie. Ils ont fait appel aux îles. Donc, le territoire, la Martinique a aidé, la Guadeloupe a aidé comme ils pouvaient, mais ils ne pouvaient pas faire plus que... Ils ne pouvaient pas faire l'impossible. Donc, la notion de préparation de survie. En quatrième, vous avez été étonné, c'est qu'en quatrième que vient l'épargne. D'accord? Donc, on parlera à ce moment-là d'épargne à long terme ciblée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'on va épargner juste histoire de dire « Écoute, je vais mettre de l'argent en épargne ». Non, l'épargne doit avoir une perspective de réaliser un projet, un objectif. Donc, on parlera de vision à long terme. Donc, c'est ciblé. Je mets cet argent de côté, souvent les parents le font. Mon enfant naît, je mets l'argent de côté pour les études. C'est souvent les études, mais certaines fois, il faut projeter au-delà des études, voir certaines choses en devenir. Donc, c'est une épargne à long terme. À long terme, ciblée. À long terme, ciblée. Parce qu'il y a à long terme pour dire qu'on met, mais ciblé dans un but précis à une période donnée. Exemple, mon enfant n'a pas encore 18 ans. Lorsqu'il atteint ses 18 ans, c'est ciblé à une date précise et on sait qu'il part en études. Donc, ces fonds-là seront mis spécialement pour ça. D'accord. Donc, c'est une épargne qui diffère de... L'épargne traditionnelle. L'épargne traditionnelle ou bien du fonds d'urgence. Tout à fait, tout à fait. Et on va voir également qu'en cinquième position, donc il y a les obligations d'épargne. D'accord? Compte de marché monétaire et obligations, on va dire, municipales pour ceux qui doivent s'organiser dans tout ce qui est communauté. Par exemple, pour la famille, on doit élargir ses perspectives en termes d'entrepreneuriat. Donc, il y a ce type d'épargne-là. Et on verra aussi qu'il y a le marché boursier, le marché immobilier. Donc, il y a certaines personnes, au-delà d'épargner, se disent qu'ils ont un projet immobilier. Ils vont faire appel à cette épargne-là pour pouvoir donc construire, essayer d'établir un deuxième revenu par la location saisonnière ou simplement une location à long terme également, de longue durée. Donc, on va également voir que ça, c'est le sixième principe. Mais le septième, qui n'est pas des moindres, c'est les opérations spéculatives, démarrage en termes d'invention. C'est-à-dire que là, on peut se dire que j'ai respecté tous mes objectifs et je vais poser mon pied sur un lieu que je ne maîtrise pas, mais je vais oser le risque. Mais dans le risque, il y a deux types de risques. Il y a ceux qui sont des aventuriers, c'est comme ça que je les nomme, j'en ai parlé avec un partenaire. L'aventurier se dit, il y va, mais sans prendre la réalité du marché, de la situation économique, et il y va. Mais il y a aussi les risques mesurés. C'est-à-dire que je sais que je vais tenter une aventure qui m'est nouvelle, j'exerce une nouvelle compétence, mais je vais exercer un risque financier où je vais voir ce que ça donne, sans pour cela en vouloir à celui qui m'a invité à investir, à être associé dans son entreprise ou à adhérer à un concept qui paraît nouveau, mais je vais mettre un niveau de risque, je me dis, je vais voir ce que ça va donner et ça me permettra de mettre les choses en place. Justement, dans ce dernier point que tu as évoqué, est-ce qu'il n'y a pas une part de hasard, de chance ou d'accident? Alors justement, ça revient justement au 24e principe, de M. Collier, donc je vais le préciser. N'utilisez, il y a un principe de base, n'utilisez jamais vos économies pour spéculer. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il arrive plus souvent que rarement que nous avons des impératifs de vie, des choses que nous devons honorer, d'accord? Mais nous sommes des humains avant tout. Donc,
aussi bien la jante féminine que la jante masculine, certaines fois, quand ils accumulent trop de stress, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ça interagit sur nous. Et on en a marre, on en a appris beaucoup, par exemple, du fait d'être enfermé chez soi pendant un moment. Quand on sort, on a envie de se libérer. Donc ça peut passer par aller chez le coiffeur, nouvelle coupe, ça peut passer par acheter un gros gâteau au chocolat. On a vraiment envie de décompresser. Mais ce qui se passe, c'est que dans cette dépense qui n'était pas prévue au programme, ça impacte dans le temps. Eh bien, waouh, une facture arrive, il manque exactement la somme que j'avais au préalable, parce que donc j'ai fait un achat impulsif, je suis rentré dans une dépense que je n'avais pas prévue, et pourtant, si j'avais été, ça me dit, bon, j'ai envie de dépenser, mais je vais mettre de côté au cas où, parce que je le fais parce que je le veux, pas parce que j'en ai besoin. Et donc, ça fait toute la différence. Donc, ne spéculez jamais avec vos économies. Ça, c'était le 24e principe. Alors, c'est tellement intéressant qu'effectivement, il y aurait beaucoup de choses à voir, mais il y a aussi l'aspect des mots. Le langage interfère beaucoup à notre forme financière. Hein. Donc, pour rappel, hein, la forme financière de Orrin Woodward et Chris Brady, d'accord? Donc, dans la forme financière, il y a l'offensive, lorsqu'on peut anticiper les choses avant qu'elles n'arrivent. Il y a la défensive pour mettre de côté, pour ne pas se laisser impacter par les imprévus de la vie, et notamment les aléas. Et il y a aussi ce qu'on appelle le terrain de jeu. Donc, quand je sors de chez moi, on ne se rend pas compte, regardez ce casse départ, hein. Je sors de chez moi, je vais dans le terrain de jeu. Le terrain de jeu, c'est économique. Je me suis dit, j'ai observé que toutes les fois que je vais en centre-ville ou que je bouge, il y a toujours un moment où on dépense son argent. Allez savoir pourquoi. Essayez non, je ne vais pas donner ce conseil-là, mais de sortir de chez vous, faire tout ce que vous avez à faire, retourner chez vous sans avoir dépensé 1 euro. Je vous félicite. Ça veut dire que vous avez une bonne maîtrise de vous-même et une bonne maîtrise de vos finances. Enfin, oui. Ou on peut tout simplement, comme je fais souvent, oublier mon portefeuille à la maison et donc je dépense 0 centime. Alors, on a l'impression qu'on ne dépense pas, mais on dépense quand même, parce qu'il a fallu quand même brûler le carburant. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est indolore, mais il diminue. Mais pas sur la facture. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez être surpris que vous sortez de la maison. Vous n'avez peut-être oublié vos finances et votre portefeuille. Mais vous connaissez ce qui arrive le plus souvent que rarement. Ah, tu sais, j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Est-ce que tu pourrais? Comment? Pourquoi est-ce que tu pourrais? Enfin, fermez la parenthèse, mais on s'est compris là-dessus. Et donc, je vais vous donner un peu la défensive financière qu'il fallait chercher. Principe numéro 25. Débarrassez-vous de vos dettes. Ah, ça, c'est fondamental. Alors, on pense que c'est fondamental, mais j'ai observé que nous tous, sans exception, on a des dettes. Alors, les gens me disent, mais moi, je n'ai pas de dette. On imagine l'extrême. On a des dettes parce qu'il y a des dettes qui sont à court terme, dans le sens où on doit honorer les impératifs de vie, à savoir nos factures, d'eau, d'électricité, j'en passe des meilleurs. Ça reste toujours des dettes à venir. Par exemple, moi, j'aime bien me connecter à Internet. Je voulais savoir est-ce qu'il est possible d'anticiper les factures Internet. Ce n'est pas possible. On doit payer à la date prévue. Et j'aime bien anticiper. Eh bien, on ne peut pas toujours. On doit vivre dans une réalité économique. Donc, on a forcément des entrées, des dettes. Alors, et pour finaliser, le 26, si vous n'êtes pas solide financièrement, ne tombez pas dans le panneau de l'utilisation de la dette de l'entreprise. Parce qu'il y en a ceux qui, pour ne pas s'endetter personnellement, ils créent des structures et ils vivent sur le dos de l'entreprise. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faut vraiment créer l'équilibre. Principe numéro 27, n'utilisez pas vos cartes de crédit pour bâtir votre crédit, car ceci amène presque toujours les gens à avoir plus de dettes. On se dit, je laisse mon espèce à la maison, je ne pars qu'avec la carte, comme ça j'aurai moins envie de dépenser. Pas nécessairement. Pas faux, c'est pas évident. Hein. D'accord. Et principe numéro 28, alors, oui. Moins envie de dépenser avec la carte de crédit. Oui. Oh. Ce serait plutôt l'inverse, hein? Oui. Non? Non, c'est toujours une attitude. Ah bon? Que vous ayez de l'espèce, que vous ayez de la carte de crédit, Ouais. les gens pensent que comme ils ne dépensent pas en carte bancaire, qu'ils dépensent moins. Oui, on a cette impression. Oui. C'est pour ça Oui, qu'ils alors- ont peut-être tendance à Non, mais plus c'est pas utiliser cette la carte de impression. crédit. C'est pour ça qu'en fait, on a la carte. Ça n'a pas le même impact dans notre main. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que la carte de crédit, vous la faites rentrer dans le boîtier et vous la retirez, vous la gardez. D'accord. Mais ouais. l'espèce... Oui, dans une fois quel que c'est boîtier sorti que du ça rentre? porte-monnaie, Non, on ne l'a plus dans son porte-monnaie. Non, c'est pas qu'on n'en a plus. On en a moins. Parce que quand on paye, on en a moins dans la main. Oui, une fois qu'on a payé, on en a moins en main. Oui. Expérience, Ça, c'est clair. Expérience personnelle, familiale. Nous aimons bien
régler nos achats en espèces, ou bien on aime prélever une certaine somme en espèces chaque mois. Quand il est dans le portefeuille, on se rend compte que, tiens, des fois ça peut être un petit achat, mais le fait de voir les espèces, l'argent diminuer, c'est pas. C'est un rappel à l'ordre, voilà. oui, efficace. Effectivement, l'argent, entre guillemets, on pourrait dire invisible avec la carte, ça reste bon. Je ne vais pas dire que ça reste des chiffres, mais ce sont des chiffres qui ont une importance, mais ce n'est pas la même chose quand on voit les billets. Le billet de 50 euros se transforme en un billet de 20 et puis de 10 euros. Ou bien disparaît tout de suite. Donc, ça fait plus réfléchir en se disant, bon, aujourd'hui, j'ai quand même dépensé ça. Alors que peut-être, d'habitude, on dépense plus avec la carte, mais là, on se dit, j'ai quand même dépensé là, d'un coup, je vais faire attention. Donc, alors, je trouve que ça aide. Tout à fait. Alors, je vais vous donner des éléments, des outils. C'est vrai que ça va rentrer par là, ça va sortir, donc vous pouvez revoir par la suite. Mais écoutez le principe numéro 28. N'utilisez pas le prêt sur gage, les prêts, 90 jours sans payer, les avances sur salaire, les plans de location avec l'option d'achat, les emprunts de mise de côté ou tout autre plan similaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? On entend, on sait qu'on ne doit pas le faire, mais est-ce qu'on le fait pour donner? Les gens nous disent, mais que voulez-vous, monsieur? Nous sommes dans une société de consommation. Mais il y a la société de consommation qui est en face de moi, et il y a des décisions que je suis amené à prendre vis-à-vis de cette consommation. Tout à fait. Donc, alors, où c'est difficile de gérer pour beaucoup de personnes, moi, c'est souvent des bonnes choses que j'aime bien goûter en restaurant, snack et partout, que j'ai du mal à résister, ce qu'on appelle les achats impulsifs. Donc, j'ai compris que avant de faire l'achat, je me demande est-ce que j'en ai réellement besoin ou si je le veux. Et donc, ça amène au principe 29. Percevez vos voitures comme des moyens de transport, non comme des synonymes de statut. Économisez et payez toujours comptant vos véhicules. Qui est-ce qui paye comptant son véhicule? Il n'y en a pas bon nombre. Les gens qui ont de l'argent, oui. Alors, excuse-moi, cette histoire d'utilisation de la voiture, là, on est en plein dedans ici en Martinique, parce que, on est dans un petit pays, d'accord? Il y a des transports qui sont en train de se mettre en place, et c'est vrai que la voiture est à fond la caisse, un moyen de montrer son statut social. Alors, on me dira que c'est vrai dans tous les pays. Oui, c'est vrai. Dans la majeure partie des pays, la voiture sert à exprimer, la majeure partie, exprimer son statut social. Mais nous, en Martinique, c'est exacerbé. Cette tendance-là est exacerbée à tel point qu'on voit, enfin, vous avez tous vu ça déjà, des voitures qui coûtent 50 000 ou 60 000 euros, de très gros cylindrés, qui sont achetés par des gens qui ont 10 km à faire ou 15 km à faire par jour pour aller travailler. Donc, c'est vraiment pas uniquement pour se déplacer quand même. La voiture est trop puissante pour quelqu'un qui veut seulement se déplacer. Donc c'est vrai que c'est pour montrer son statut social, mais c'est très vrai en Martinique, quoi. C'est vrai plus que nulle part ailleurs, je pense. Et alors, là, je vais peut-être sortir un petit peu du cadre. En fait, ça mériterait toute une discussion. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous donner une astuce sur la Martinique. Pour faire face à ça. Ça mériterait tout un débat. Avec le principe numéro 30. Donc, les cartes de crédit, les cartes de débit sont mieux que les cartes de crédit. Alors, on refait, les cartes de débit sont mieux que les cartes de crédit pour plusieurs personnes. Et l'argent comptant est encore mieux. Vous avez vu la différence? Ouais. Carte de débit, carte de crédit, argent comptant. Et en fait, on va se rendre compte que tant que je n'arrive pas à payer quelque chose comptant, c'est qu'il y a deux choses. Soit je ne suis pas encore prêt pour finaliser mon objectif, soit il me faut générer une plus-value pour créer ma tranquillité et ma paix. Mais quand on est entre les deux et qu'on a hâte d'obtenir la chose, c'est là qu'on crée le danger. D'accord? Donc ça veut dire que c'est toujours un état d'esprit avant de passer à l'action. Ce qui nous amène à la chose suivante. Enseignez à vos enfants, au principe 31, et à vos adolescents les principes de la mise en forme financière. Que la valeur, parce que souvent les parents aiment bien dire leurs enfants, ils leur donnent 10 euros, 20 euros, histoire d'acheter leur goûter, ou ça dépend. Mais s'ils étaient dans l'esprit, mon fils, ma fille, tu sais, tu me fais la vaisselle, tu nettoies la maison et tout, et en fin de journée, tu attends. C'est un autre concept. Eh oui. Et qui dit que l'argent facile n'existe pas? Mais lorsque vous donnez sans qu'il y ait la notion de production, c'est pas d'argent facile?
Mais on continue. Donc, montrez-leur l'exemple. Donc, le mentorat vous aidera autant qu'eux. Et donc, le principe 32, si vous n'êtes pas riche, ne soyez pas tentés de prendre une deuxième hypothèque. Oui. Déjà, il faudrait avoir pris une première. D'accord? Principe 33, utilisez la méthode déroule de haut en bas. Ça veut dire quoi? Afin de payer toutes vos dettes de carte de crédit et ensuite appliquer cette méthode à vos autres dettes. Alors, de haut en bas, c'est quoi? Souvent, on ne se rend pas compte, on cumule les dettes, ça peut être un prêt. Écoutez bien, hein, le fait de faire un crédit, donc il y a le crédit, il y a le prêt, mais tout ça, c'est des remboursements. Bien, forcément. Et ça se cumule. Donc, on voit qu'il y a tant de choses à comprendre, et là-dessus, on pourra voir que les choses vont aller de bon train. 34, apprenez à être critique sur les opinions, les médias et le marketing. 35, accumulez lentement, construisez votre inventaire et de ressources et de sagesse, et non de matériel. Et soyez en règle avec tout ce que vous faites avec ceux qui vous entourent. Mais on pourra dire qu'il y a un temps à découvrir. Donc, je vais vous donner l'occasion de découvrir la forme financière, d'accord, avec le terrain de jeu des finances personnelles. Et il y a aussi un cahier d'exercice, n'est-ce pas, M. Nando? On pourra travailler de manière très pratique et découvrir qu'il existe en fait des principes de base pour pouvoir aller de l'avant. Je vais juste vous quitter avec cette partie-là et j'en aurai terminé. Voilà. Voilà. Et ça sera terminé pour aujourd'hui. Voilà. Alors, parce que c'est un de mes préférés. Voilà, écoutez bien. 3 clés, excusez-moi, 3 clés pour atteindre la prospérité. Première clé, une vision à long terme, quelle que soit, toujours obtenir la vision. Deuxième, la gratification à retardement. Ne soyez jamais satisfait de vous-même parce qu'il y a toujours des objectifs, de nouveaux objectifs à atteindre. Et la dernière clé, le pouvoir des intérêts composés. Albert Einstein disait que c'était la 8e merveille du monde. Je vous remercie et au plaisir de lire la forme financière. Merci beaucoup Stéphane, merci pour cette présentation, ces conseils qui peuvent s'appliquer dans la vie pratique, qui ne se mettent pas forcément en un claquement de doigts en application, mais c'est une habitude, des habitudes à acquérir. Et justement, tu as parlé d'intérêts composés, c'est une sorte d'effet cumulé, donc les résultats ne se voient pas du jour au lendemain, mais en prenant ces habitudes au quotidien, on peut voir les résultats au bout de quelques mois, voire années. Voilà. Et d'où le fait de comprendre que l'intérêt composé n'est pas que financier, n'est-ce pas, M. Nando? L'intérêt composé peut être intellectuel, en termes de connaissances. Bien sûr. Donc, je lis un bouquin, j'en attaque un autre, et les connaissances, on monte crescendo. Donc, c'est d'abord chercher à être avant d'avoir, parce que souvent, on cherche souvent à avoir, à posséder avant d'être. Bon, sur ces paroles, nous allons passer avec le philosophe qui est M. Lando. Oh là, non. Non, nous ne ferons pas de philosophie. Je ne suis pas philosophe et on ne fera pas de philosophie aujourd'hui, hein, donc je vous rassure tout de suite. Par contre, on va faire de l'histoire. Vous le savez, c'est une discipline que j'aime bien. Et donc, nous allons parler quelque peu d'histoire aujourd'hui en évoquant un livre excessivement intéressant d'une historienne qui s'appelle Françoise Thésée, une historienne qui a fait des travaux valables, très valables. L'ouvrage en question s'appelle « Les Ibots de l'Amélie ». Voilà, ça a été écrit en 1986, il y a déjà quelques années. Alors, les Ibots en question, qui sont-ils? Bien, ce sont des Africains qui ont été capturés donc, dans une zone qui correspond au Nigeria actuel et qui ont été donc convoyés vers les Antilles à bord d'un navire qui s'appelle l'Amélie. Il s'appelait l'Amélie. Bien. Alors, je vais dire quand même quelques mots de Françoise Thésée. Françoise Thésée, c'est une historienne donc, qui est morte à 101 ou à 102 ans, qui était métropolitaine et qui avait épousé un Antillais, un Martiniquais. Et donc, ça lui a donné envie, si vous voulez, de découvrir
un petit peu plus profondément l'histoire de la Martinique. Et elle a écrit une série de livres, elle a écrit 3 livres, entre autres, qui ont tous été très intéressants et qui ont mis le focus sur des aspects très particuliers de la vie en Martinique au XVIIIe siècle. Elle a écrit notamment un livre sur les liaisons d'habitation. Enfin, je vais aller assez vite pour ne pas trop, pour garder le maximum de temps pour mon livre. Et elle a écrit donc Les Ibos de l'Amélie et elle a écrit également Le Général Gonzalo à la Martinique, un livre que j'ai avec moi dont je vais vous dire quelques mots tout à l'heure. Alors, on va revenir à nos Ibos. Ce livre-là donc raconte comment une cargaison clandestine d'esclaves a été arraisonnée en 1822. C'est-à-dire qu'en 1822, vous avez un capitaine français qui s'appelle Bernard Anglade et qui se livre à la traite clandestine, parce que la traite a en fait été abolie en 1817. Donc dans les années qui ont suivi, il était normalement interdit de pratiquer la traite négrière. Mais comme ça présentait un enjeu financier extrêmement intéressant, vous aviez toute une série de capitaines, d'accord, qui allaient récupérer donc des esclaves sur la côte africaine pour les vendre quand même aux Antilles. Alors ce fameux capitaine Anglade se livrait à la traite clandestine, donc il se rend dans la région qui correspond à l'actuel Nigeria et il retourne vers la Martinique avec à bord de la Mélie environ 250 esclaves. Mais la traite étant illégale, vous avez toute une série de navires qui surveillent un petit peu les bateaux qui se déplacent et qui vérifient si oui ou non ils se livrent à la traite clandestine. Un peu comme les gardes-côtes. Un peu comme des gardes-côtes. Ce sont des espèces de gardes-côtes. Et il se trouve que Anglade et son bateau se font arrêter au large de Haïti avant d'arriver en Martinique. D'accord ? Alors pourquoi au large de Haïti ? Parce qu'à l'époque, en 1822, il y a pas mal de navires donc, qui entourent Haïti. Pourquoi ? Parce que Haïti est soumis à une espèce de blocus. On n'est pas très très loin de la révolte de 1804. D'accord ? Et donc, les puissances européennes surveillent Haïti de très très près. Donc vous avez énormément de bateaux de guerre, de bateaux de corsaires français, américains également, qui naviguent dans ces eaux-là. Et c'est la raison pour laquelle l'un de ces bateaux arrive à capturer l'Amélie qui redescendait vers la Martinique. D'accord ? Donc, la traite étant interdite, Anglade et son bateau se font arrêter. D'accord ? Les captifs se font récupérer à bord du bateau en question, donc qui s'appelle le Sappho, d'accord ? Et alors on ne sait pas très bien ce qui se passe. Il semblerait qu'il y ait eu une espèce de marché conclu entre le capitaine Anglade et le commandant de la Sappho qui s'appelle Arader. Et il semblerait que Anglade ait cherché un petit peu à corrompre Arader pour que celui-ci lui permette de s'évader, de s'échapper quand même, bien qu'il ait été arraisonné dans un premier temps. Et effectivement, Anglade parvient à s'échapper. D'accord ? Il parvient à s'échapper, lui personnellement, mais les Africains qui étaient à bord de son bateau sont quand même récupérés et ils sont ramenés en Martinique. D'accord ? Bien. Donc, bien évidemment, Arader, lorsqu'il arrive en Martinique, il fait un rapport sur tout ça et l'administration française se fait fort à ce moment-là de mettre la main tôt ou tard sur le capitaine Anglade pour pouvoir le juger. D'accord ? Et donc, alors, il y a tout un tas de péripéties qui se déroulent et finalement, l'administration, Anglade finit par rentrer en Martinique et on le juge. Enfin, on commence à le juger. Mais comme l'administration n'arrive pas à avoir toutes les pièces du dossier, on ne le condamne pas vraiment, ni définitivement, alors qu'il se livrait à la traite négrière. Voilà.
Voilà ce qui se passe dans un premier temps. La traite négrière clandestine. La traite négrière clandestine. Voilà. Ah oui, Tout à fait, oui. La traite négrière clandestine. Alors, il faut signaler que l'administration, à ce moment-là, est dirigée par un amiral qui s'appelle Donzelot. Donzelot, un général, pardon, qui s'appelle Donzelot, et qui va faire parler de lui plus tard, dans cette même année 1822. Je vais vous dire exactement dans quelles circonstances, des circonstances terribles. Et donc, curieusement, bien qu'étant assez répressif de manière générale, Donzelot ne va pas tellement chercher à punir Anglade, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'avait pas été, qu'il avait réussi à s'échapper plus ou moins, enfin à se débrouiller, à se sortir, ne se mouvait pas et à ne pas être jugé de manière trop stricte, trop sévère. Voilà pour la première partie de l'histoire. Alors, dans le livre, par la suite, l'auteur s'appesantit sur les conditions de vie de ces Africains arrivés en Martinique. D'accord ? Il est hors de question. Alors, premièrement, ils sont pris en charge par l'administration coloniale, d'accord ? Il est hors de question de les vendre, puisque la traite étant illégale, donc la vente des esclaves issus de la traite est aussi illégale. Donc, l'administration les conserve, tout en se demandant quoi faire d'eux. D'accord ? Alors, il faut savoir que, bon, une fois arrivés en Martinique, ces Africains étaient nettement moins nombreux que ceux qui avaient été capturés à bord de l'Amélie, puisque, bon, ils souffraient de maladies diverses et variées. Ils avaient contracté des maladies contagieuses à bord du Safo qui les ramenait. Et donc, de 250 qu'ils étaient, ils se retrouvent à un petit peu plus de 100 quand même. C'est-à-dire qu'il y a une déperdition assez importante. Donc, de ces captifs-là, ils meurent en grand nombre. Et donc, alors, l'auteur, Françoise Thésée, insiste sur la composition de ce groupe d'esclaves. D'accord ? Donc, elle propose pas mal de pyramides des âges de cette population qui montrent la répartition entre les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux. Alors, ce qu'on peut dire globalement, c'est que, premièrement, la majeure partie des captifs est extrêmement jeune. Et les esclaves, la majeure partie des esclaves, je dis tout esclaves, il faut bien comprendre, qui ne le sont pas encore officiellement, des captifs, on va dire, ont entre 15 et 25 ans. Ah oui, très jeune. Beaucoup ont 15, 16, 17, 18 ans. D'accord ? Ce qu'on comprend quand même quelque part, parce qu'il ne faut pas oublier que là, on est en 1822, c'est-à-dire que depuis pratiquement 150 ans, il y a des razzias européennes sur les côtes africaines, et que forcément ces razzias-là se sont intéressés dans un premier temps à des personnes adultes, mais qu'au fil du temps, on a quand même prélevé plusieurs millions d'Africains de ce continent, et qu'au fur et à mesure, il y a de moins en moins d'adultes à capturer. Et que donc forcément, les trafiquants se rabattent sur ce qu'ils trouvent encore, c'est-à-dire les plus jeunes ou les plus vieux. D'accord ? Donc, ça explique que les captifs soient aussi jeunes, d'accord ? Et il y a une assez grande disproportion entre le nombre de garçons, d'hommes, et le nombre de femmes, bien évidemment, mais les femmes sont quand même représentées au sein de cette population-là. Donc, c'est une très forte majorité. C'est une très forte majorité d'hommes, mais avec, enfin, je peux vous citer les chiffres là, mais je ne sais pas si je vais les retrouver. Mais on a, disons, 2 tiers d'hommes et avec 1 tiers de femmes. D'accord. Donc, c'est déséquilibré, mais les femmes sont quand même assez présentes dans cette population-là. Alors, le temps passe et l'administration française donc réfléchit aux moyens de caser ces esclaves-là. Alors, le problème est d'autant plus crucial qu'au fur et à mesure que le temps passe, il y a d'autres arrivages qui se font, c'est-à-dire il y a d'autres navires de traite clandestine qui sont capturés et dont les captifs sont ramenés à Fort-Royal, à Fort-de-France. Donc, aux alentours de l'année 1828,
Bon, il y a un total de 4 bateaux, l'Amélie compris, qui sont ramenés sur Fort-Royal, et ça donne environ un total de 525 esclaves, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même un nombre assez conséquent. Hein. Alors bon, bien évidemment, il y en a qui meurent au fur et à mesure que le temps passe, à cause des maladies dont je vous ai parlé, mais il reste quand même beaucoup, et on songe même à en envoyer certains en Guyane, d'accord, aux alentours de la ville de Mana. Pourquoi Mana? Parce que à l'époque, bon, alors il faut savoir qu'on est en 1822, 1822-1825, c'est-à-dire qu'on approche de la fin du système esclavagiste quand même, hein, et que donc il y a pas mal d'expériences qui sont tentées pour essayer de faire en sorte que les Noirs fonctionnent autrement que comme étant de simples esclaves. Et donc il y a une expérience qui est tentée dans une commune de la Guyane qui s'appelle Mana, où les Africains ou des esclaves créoles sont regroupés, mais on leur donne quand même un petit pécule, on les paye, on leur donne une petite somme dérisoire, symbolique, c'est vrai, mais qui est symbolique et qui permet de faire oublier un petit peu le statut servile qui est le leur, hein, parce qu'on estime qu'en les payant, on arrivera à faire évoluer leur mentalité vis-à-vis du travail, etc., et que le rendement va s'améliorer. Donc, cette expérience-là est connue en Martinique, hein, et donc l'administration se dit que ce serait peut-être bien de faire bénéficier, entre guillemets, quelques-uns de ces Africains, de les faire bénéficier de cette expérience-là. Donc, il est question de les envoyer en Guyane pendant un certain temps, mais on en envoie quelques-uns, mais pas autant qu'il aurait fallu. Hein, pas autant qu'il aurait fallu, et donc ils restent là, sur place, ils sont à Fort-de-France. Leur présence est gênante pour un certain nombre de personnes, et en particulier pour les béquets, les blancs, les propriétaires d'esclaves, parce que ce sont des Noirs, mais qui ne sont pas enfermés dans une habitation. D'accord? Ils ont quand même une certaine liberté, entre guillemets, de déplacement. Ils sont dans Fort-Royal, ils font des méchouis, ils dansent, voilà. Ils s'amusent, ils draguent, ils vont, ils viennent, etc. Donc, il y a une catégorie de Blancs qui trouvent que ces gens-là représentent un très mauvais exemple pour les autres esclaves, et considère qu'il faudrait s'en débarrasser très très rapidement. Alors, l'administration fait le projet donc de les caser dans différents services, d'accord, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur Fort-Royal. Alors, je vais vous donner un exemple de ce qu'on se propose de leur faire. De curer le port, par exemple. Hein, parce que le port était en assez mauvais état, d'enlever des carcasses et de draguer les ancres qui étaient dans le port. On veut aussi les faire entourer les quais, raffermir, renforcer, si vous voulez, les quais du port, resserrer et redresser les canalisations, les choses comme ça, faire un quai sur la rade des Flamands, d'accord, faire un vrai quai, perfectionner le nivellement des rues, relever le sol et les pavés, et voilà. Hein, donc, il y a quand même pas mal de tâches qui sont prévues, et effectivement, on les dispatche à faire ça, entre autres, et puis à entrer dans d'autres administrations, c'est le mot qu'il faut employer, hein, d'autres administrations qui existent à ce moment-là en Martinique. Alors, je peux vous indiquer lesquelles, si ça vous intéresse. Hein, je peux vous donner des précisions sur ces administrations. Voilà. Alors, par exemple, on en place certains au service des hôpitaux. D'accord. On en place certains domestiques chez les fonctionnaires. D'accord. Mais ce sont des domestiques sans solde. Hein.
Donc, ils ont quasiment une situation d'esclave. On en met certains au magasin général de Fort-Royal. Le magasin, ce sont les entrepôts où on reçoit les marchandises. On les place aussi comme marins sur certains bateaux, et en particulier sur les bateaux de la douane. Et on les place pour certains au Jardin des Plantes de Saint-Pierre. Et puis, il y a des femmes qui sont placées comme infirmières, comme garde-malades, etc., et en particulier auprès de certains fonctionnaires de la colonie. Alors, tu avais parlé tout à l'heure d'un général. Alors, j'avais parlé effectivement du général Donzelot. Le général Donzelot, c'est donc le général qui administre la colonie à ce moment-là. C'est donc lui qui juge Anglade, d'accord, en se montrant quand même assez laxiste, on va dire. Et il se trouve que ce général Donzelot-là va faire parler de lui, je l'ai dit de manière très négative, au mois de septembre de la même année, d'accord, septembre 1822. Pourquoi? Parce qu'il participe à la répression de la révolte du Carbet, d'accord. Donc il y a une révolte assez importante au Carbet en 1822, oui. Et il faut bien que la troupe mate cette révolte-là, et donc c'est le général Donzelot qui va organiser la répression, d'accord. Et donc il va faire monter les troupes à Saint-Pierre, les troupes vont pourchasser les esclaves, les esclaves à ce moment-là, les esclaves fugitifs, responsables de la révolte, et ils seront exécutés à Saint-Pierre au mois de décembre 1822, à l'occasion d'une exécution qui sera extrêmement cruelle. Alors, je vous ai amené la description de cette exécution. Si tu me permets de lire quelques lignes, rapidement. Si on a le temps, très voilà, rapidement. On n'a pas trop le temps, donc je vais lire une ou deux lignes seulement, mais je vous conseille de la lire parce que, personnellement, c'est l'un des récits sur l'esclavage qui m'a le plus marqué. Alors, voilà. Donc, je vous lis plutôt la fin de la description. Donc, il en restait encore 7, c'est-à-dire 7 personnes exécutées, 7 esclaves exécutés. C'étaient les plus coupables, car outre la rébellion à main armée dont ils étaient fauteurs comme les autres, ils avaient débuté dans cet acte criminel pour massacrer leur maître sur une habitation des environs avec des raffinements de cruauté inouïs. Ils montèrent sur le second échafaud où ils furent l'un après l'autre enchaînés dans une espèce de fauteuil. Là, ils eurent d'abord le poing droit coupé d'un coup de hache, puis la tête tranchée avec un large coutelas, car l'odieuse guillotine n'a pas été introduite dans les colonies. Enfin, n'avait pas encore été introduite à l'époque dans les colonies. Ce supplice de la décapitation est infiniment plus redouté des nègres que celui de la potence qu'ils craignent peu. Voilà. Et on continue à donner des détails sur l'exécution. Voilà. Donc, le général Donzelot, si vous voulez, a été le maître d'œuvre de cette répression, et il a laissé quand même un souvenir assez négatif en Martinique, parce qu'il ne s'est pas contenté de faire monter la troupe à Saint-Pierre, il a fait aussi venir un certain nombre de bateaux de la Guadeloupe, d'accord, et il y a en particulier un bateau qui est venu des Saintes, qui s'appelle la Néréide, qui a participé à la répression de la révolte. Et il existe, pour ceux qui sont passionnés, il existe une brochure qui décrit justement le voyage de la Néréide vers Saint-Pierre et vers le Carbet. Voilà, donc j'encourage ceux qui ont envie d'approfondir ce sujet, de jeter un petit coup d'œil sur cette plaquette-là aussi, parce qu'elle est intéressante à lire. Merci beaucoup Pierre-Philippe, merci pour cette passion de l'histoire, et tu nous permets toujours de voyager dans le temps, donc c'est avec un grand plaisir. Je voudrais remercier Stéphane, merci pour tes lumières financières. Eh bien, écoute, c'est toujours bon d'apprendre, parce que je pense qu'on n'a pas toujours le temps de s'éduquer financièrement. On va dire que la forme financière m'a aidé beaucoup à voir les choses différemment, de savoir que je dois m'éduquer, aussi bien je m'occupe de mon éducation professionnelle, mais
l'éducation financière, encore un autre point à améliorer. On n'apprend jamais assez. Je suis content d'avoir partagé ces 47 principes, il y en a d'autres, mais j'invite à tout un chacun à les découvrir et savoir aussi qu'il y a un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps. En l'occurrence, je me disais que lors d'une émission comme Plaisir de lire, c'est un plaisir aussi d'apprendre, de s'enrichir, non pas que de la finance, mais j'ai beaucoup aimé l'exposé de l'autre intervenant, monsieur De Pierre-Philippe Lambeau, voilà, qui a parlé de Général Denzo. J'ai bien aimé la transition entre Anglade et Général et ça donne envie d'en apprendre davantage. Merci pour ça. De savoir que ça a vraiment existé, ah oui. c'est impactant. Donc, je peux voir en fait que ce que je retiens, c'est que je ne dois plus être esclave de mon argent. Je ne dois plus rester dans l'esprit de toutes ces choses-là, mais qu'il y a tout type d'esclavage maintenant, d'aujourd'hui. Et l'image que je vais donner à mon intervenant et tous ceux qui nous suivent, c'est qu'il y a toutes les fois qu'on a des dettes, vous devez imaginer comme si c'était un boulet qu'on vous mettait à votre cheville. Donc elle n'est pas visible, mais les dettes, c'est un peu similaire. Donc quand j'ai une dette que je traîne, c'est un peu comme un boulet que je traîne à ma cheville. Et l'impact est parfois différent. Donc, faisons attention à cela. Sachons créer l'équilibre dans nos finances personnelles, dans nos finances familiales et professionnelles, et être dans l'abondance, dans la prospérité et avoir une vision prospère. Je vous remercie. Merci. Et merci Pierre-Philippe. Ben écoute, j'ai été encore une fois très heureux de vous faire bénéficier d'un récit qui gagne à être connu, parce que ça éclaire d'un jour spécifique la problématique de l'esclavage. Et c'était d'autant plus grand plaisir que nous sommes au mois de mai, qui est le mois qui a vu un certain nombre de faits liés à l'esclavage se produire. Et donc, cette lecture-là est tout à fait de circonstance pour la période qui nous intéresse. Très approprié. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous voulez faire comme Stéphane ou comme Pierre-Philippe, vous pouvez venir aussi sur le plateau, c'est possible, pour nous présenter le livre de votre choix. Donc, il suffit juste de composer le numéro qui s'affiche à l'écran, le 06 96 19 41 13. Et ce sera vraiment avec un grand plaisir. Qui sait, peut-être vous pourrez être avec Pierre-Philippe ou avec Stéphane ou quelqu'un d'autre. En tout cas, je serai là, ce sera avec un grand plaisir. En tout cas, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et nous vous disons à très bientôt. Un plaisir de lire. Et dis donc,